Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce principal rendez-vous avec l'information. Voici les titres. Le chef de l'État à la conférence internationale marquant l'ouverture de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. C'est sous le signe du 10e anniversaire de la disparition de Thierno Mountaga Tall. Adama Barrow accueilli par une foule impressionnante. C'était hier à l'accueil dans les rues de Banjul du président qui rentre donc après une dizaine de jours passés au Sénégal. Le nouvel homme fort de la Gambie en a profité pour livrer ses premiers mots en tant que président dans son pays. Retour sur les lieux du braquage de lundi dernier à Yeumbeul, les malfaiteurs lourdement armés ont emporté 111 millions de francs CFA. Ils ont surtout laissé sur place des populations traumatisées par les échanges de coups de feu avec la police. Et puis en sport, la CAN 2017, début des quarts de finale ce samedi, le Sénégal joue à 19h contre le Cameroun. Nous verrons la préparation des deux équipes. Nous parlons également d'un lion, Ismaïla Sarr, raconté par son père. Le chef de l'État a présidé ce matin la conférence internationale dédiée, marquant l'ouverture de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, une édition placée sous le signe du 10e anniversaire de la disparition de Thierno Mountaga Tall, décédé le 12 janvier 2007. Son œuvre donc est une illustration de sa haute conscience du devoir actuel et de l'héritage pour les générations futures, une invite permanente au culte du savoir, de l'éthique et de l'engagement. Aboubakry Kane. À travers la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, il s'agit de célébrer le retour à Dieu de deux monuments de la famille omarienne. Une journée de réflexion sur le thème Thierno Mountaga Tall ou l'incarnation de l'héritage omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l'islam. Si celle-ci est annuellement dédiée à la mémoire de nos illustres guides, Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, l'édition de cette année sera spécialement marquée par la célébration du 10e anniversaire du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala de Thierno Mountaga Tall. De par leur œuvre, Thierno Seydou Nourou et Thierno Mountaga témoignent de la signification du passage des hommes et des peuples sur terre. Et c'est parce que c'est dans la conscience du présent que se forgent et se dessinent les lignes du futur. Ce sont ces monuments qui donnent au peuple des repères, non pas seulement pour connaître et se glorifier du passé, mais aussi et surtout pour être conscients de leur devoir dans la construction du futur. Assurément, Thierno Mountaga Tall est de cette dimension. Sa vie et son œuvre, à travers les valeurs et les symboles qu'elle véhicule, sont des emblèmes et une source d'inspiration pour notre peuple. Né en 1914 à Demet, c'est à Dakar qu'il reçut les attributs de khalife de la famille omarienne en 1980. Par son parcours exceptionnel, son œuvre intellectuelle et sa pensée faite de sagesse, Thierno Mountaga a marqué la communauté musulmane. Il a toujours été à l'écoute de ses fidèles et de son peuple dans tous ses segments. L'autorité morale et spirituelle qu'incarnait Thierno Mountaga Tall émanait naturellement de sa capacité à se faire écouter, à se faire comprendre, à inspirer le respect de ses disciples et interlocuteurs. Cette notoriété était le fruit de son éducation religieuse et spirituelle et de sa longue pratique des hommes au sein de leur société. Homme d'une simplicité à toute épreuve, Thierno vivait parmi les siens
Il incarnait par sa modestie et sa conduite au sein de ses semblables les vertus d'un homme de Dieu, répondant au modèle prophétique. Convivialité, égalité et solidarité, ces vertus tirées des enseignements soufis ont été la marque de son magistère. Une générosité perceptible dans sa quête intellectuelle et spirituelle, son amour de l'acquisition et de la transmission du savoir. À l'heure où le radicalisme violent envahit le monde, son legs reste un repère qui transcende les âges et les contingences. Un appel toujours vivifiant à la paix et au vivre ensemble. Sachez également que le président de la République a reçu en audience une délégation d'archevêques de la conférence épiscopale d'Afrique du Nord sous la conduite du chef de l'église sénégalaise. Les archevêques d'Afrique du Nord ont salué l'exemplarité du modèle sénégalais de cohabitation entre musulmans et chrétiens. Le renforcement des relations d'amitié entre églises du Nord et de l'Ouest du continent est à la base de cette visite. Aboubakar Kane. Au Sénégal, les évêques de la conférence épiscopale du Nord d'Afrique sont venus pour approfondir les liens d'échange et de partage avec les églises d'Afrique subsaharienne. Un séjour qui leur a également permis de s'imprégner du modèle sénégalais de coexistence et de dialogue interreligieux. Nous sommes heureux de sentir ce bon climat entre chrétiens et musulmans. Et au Maghreb, c'est un peu la mission, le désir de notre Église, de nos églises, de vivre ce vivre ensemble, d'en témoigner dans notre monde où les choses ne sont pas faciles en ce moment. Le Sénégal est un exemple de concorde et de stabilité, un constat largement partagé par les hôtes de l'archevêque de Dakar. Une conception de la laïcité toute particulière, un exemple du vivre ensemble dont se félicitent les évêques d'Afrique du Nord. Quand je suis venu ici au Sénégal, on a l'impression de bien respirer ici, n'est-ce pas? Étant donné que ce qu'on a pu constater, un président qui nous reçoit aujourd'hui, c'est impensable dans d'autres pays, soit du Moyen-Orient ou même au Maghreb où nous nous trouvons. Et je pense que c'est, comme l'a dit mon frère ici, un exemple très beau pour montrer que, après tout, l'islam n'est pas ce comment il est montré en Europe. Il y a beaucoup de positifs dans lesquels nous pouvons nous rencontrer et travailler ensemble pour le bien du pays et constater que l'autre, ce n'est pas un danger pour moi, mais c'est une richesse. L'Afrique est véritablement un modèle pour beaucoup de pays, y compris en Europe, montrer qu'effectivement, par-delà la différence religieuse, il y a tout un terreau commun et qui permet ce vivre ensemble. La complicité entre le pouvoir exécutif et le clergé a aussi été saluée par ses évêques. La paix et la tolérance sont à la base de la cohabitation entre musulmans et chrétiens. Les religions se complètent, cohabitent. Il n'y a aucun problème vraiment dans la manière de vivre des Sénégalais par rapport à la religion. Dans l'islam, nous avons nous-mêmes les défis aujourd'hui sur les discours qui sont véhiculés. Heureusement, dans ce pays, on a aussi un islam soufi qui permet de tempérer un certain nombre de choses et de donner le vrai message de l'islam qui est un message de paix et de tolérance. La conférence du Nord regroupe le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Honorés par cette audience avec le président de la République, les évêques ont formulé des prières pour la consolidation des relations entre musulmans et chrétiens, mais aussi les liens avec les églises d'Afrique subsaharienne. Je vous lis à présent un décret du président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 43 et 76, vu la loi numéro 1712 du 18 janvier 2017 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-845 du 6 juillet 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-855 du 22 juin 2015 relatif à la composition du gouvernement, vu le décret numéro 2016-753 du 8 juin 2016 modifiant le décret numéro 2014-853
portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des services nationaux, des sociétés nationales plutôt, et des sociétés à participation publique entre la présidentielle de la République, la primature et les ministères, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, décrète article 1er en application de l'article L355 de la loi 2017-12 du 18 janvier 2017 portant code électoral. La date des prochaines élections législatives est fixée au dimanche 30 juillet 2017. Article 2, le ministre chargé des élections, le ministre chargé des Affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Adama Barrow est de retour à Banjul. Le président gambien a été accueilli par une liesse populaire à son arrivée. Adama Barrow était au Sénégal depuis 10 jours, retranché à Dakar dans l'attente du départ de l'ancien président Yaya Jammeh qui contestait les résultats des urnes après les élections. Notre envoyé spécial à Banjul, Mamadou Samambo. C'est sous haute surveillance et une escorte aérienne, un dispositif au sol impressionnant que l'avion du président Adama Barrow a survolé Banjul et atterri à l'aéroport de Yundum. À l'accueil, un parterre de hautes autorités civiles et militaires gambiennes, des diplomates accrédités à Banjul et des proches, avec des accolades qui ont une saveur de libération et de soulagement. Place ensuite à l'hymne national gambien et aux honneurs militaires. Avec la presse. Adama Barrow avait en face près de 300 journalistes de la presse nationale gambienne et internationale. Ses premiers mots de président en fonction prononcés en terre gambienne, Adama Barrow prend la direction de sa résidence privée à Brufut. Le cortège roule à 0 km/h. La mobilisation est monstre. Citoyens ordinaires, militants et proches, en majorité de jeunes, offrent au nouveau président un bain de foule rare dans son genre. Il était 0 heure à Yundum quand la circulation commence à retrouver sa fluidité, soit près de 7 heures après l'atterrissage du président Adama Barrow. Après cet accueil impressionnant, le président Adama Barrow s'est adressé à ses compatriotes. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial, Mamadou Samambo. Je suis très satisfait de l'accueil qui m'a été réservé. Je m'attendais à cette mobilisation du peuple gambien. Ma première décision en ce moment précis, c'est d'abord de disposer d'un cabinet qui me permettra de commencer le travail. Ouverture ici à Dakar, la deuxième réunion du comité de pilotage du dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. La rencontre a permis de faire le bilan et de dresser les perspectives de cet instrument de coopération entre collectivités françaises et sénégalaises. Pape Bounachao. Cette signature marque un pas décisif dans la consolidation de la coopération décentralisée entre la France et le Sénégal. Elle porte sur l'arrangement administratif et financier 2017-2020 du dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Cette réunion du deuxième comité de pilotage revient sur les acquis et les perspectives de cet outil de coopération décentralisée qui, en Afrique subsaharienne, n'a été mise en œuvre qu'au Sénégal. Cette coopération entre communes, départements et régions est un axe extrêmement important. Il se traduit comment? Il se traduit par des chantiers de jeunesse, il se traduit par l'invitation faite à des élèves, il se traduit par l'envoi d'experts qui participent à la construction de puits, de générateurs,
qui travaille sur les problèmes d'assainissement. C'est un travail de terrain, un travail de long terme, et j'ai pu en voir les effets sur le terrain en me déplaçant en région. Je me rendrai dimanche dans la région du Sine Saloum, où je pourrai voir les mérites de la contribution de la coopération entre Biofior et Panazol, par exemple. Au fil des années, l'intérêt que les collectivités locales portent au dispositif a considérablement augmenté, de même que les fonds alloués. Cette année, l'État du Sénégal a considérablement augmenté sa part de financement de 50 millions de francs CFA. C'est que les résultats enregistrés sont très satisfaisants et surtout qu'il faut mieux intégrer le dispositif dans la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation. La phase 2 de l'acte 3 est en route, parce que le renforcement de ce dispositif, mais aussi le grand chantier que nous avons déjà ouvert sur la réflexion en matière de fiscalité locale, dont la réforme sur la patente peut-être est le premier acte, nous permet véritablement d'avoir des collectivités locales qui sont suffisamment alimentées pour pouvoir prendre en charge les besoins et les préoccupations des populations. Entre autres objectifs, le dispositif devra permettre d'encourager et de soutenir le dynamisme des partenariats de la coopération décentralisée franco-sénégalaise et de créer un cadre favorable aux échanges institutionnels et politiques entre collectivités françaises et sénégalaises. Pour mieux faire l'état des lieux, en 2018, la France et le Sénégal vont tenir des assises de la décentralisation. La société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques se déploie au Cap Skirring. La SAPCO compte dérouler un programme d'alimentation en eau potable et d'éclairage du village, un programme qui entre dans le cadre de la requalification de la station touristique et balnéaire du Cap Skirring. Salut Sec. Cap Skirring est la principale zone touristique de la Casamance. La localité accueille chaque année des milliers de touristes. Toutefois, cette zone est confrontée à des difficultés d'accès à l'eau potable, un manquement que la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal compte régler à travers son projet d'alimentation en eau potable de la localité. Nous disposons d'une enveloppe financière qui nous permet de soulager des populations en termes de réduction d'eau et d'améliorer l'éclairage. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a un programme prévu dans le cadre du PUDC, en fait du ministère de l'Hydraulique, et il est nécessaire d'harmoniser les deux programmes. Ce projet de la SAPCO qui vient en appoint, en complément, et l'on souhaite que les deux directions générales, à savoir celle de l'OFOR et celle de la SAPCO, puissent coordonner, harmoniser leurs initiatives, leurs projets, pour qu'on puisse avoir des châteaux d'eau, un réseau de distribution, des forages à moindre coût et dans des délais raisonnables. Ce programme entre dans le cadre du projet de requalification de la station touristique et balnéaire du Cap Skirring. Pour cette première phase qui concerne l'adduction d'eau et l'éclairage public, toutes les études sont déjà faites par la société. L'ambition réelle de la SAPCO, c'est la requalification du site touristique de Cap Skirring. Et ça nécessite des études approfondies. Nous avons fini d'élaborer les termes de référence de l'étude. C'est après les études qu'on va avoir les chiffres réels et ce qu'il y a lieu de faire pour repositionner le Cap comme un produit phare du tourisme national. À terme, l'ambition de la SAPCO est d'offrir à ce site touristique des produits modernes qui vont attirer plus de touristes. Et désormais, la société compte s'impliquer davantage dans la promotion de cette station touristique. Encore des morts sur les routes nationales, on n'en parlera jamais assez. Cela fait maintenant 3 années successives que le nombre de victimes augmente de façon inquiétante. 2016 bat le record avec pas moins de 600 décès enregistrés. Un bilan annuel à prendre au sérieux pour éviter la poursuite du drame, nous dit Lamine Touré. On a finalement raison d'en parler et d'y revenir à des intervalles réguliers. Les morts sur les routes nationales sont presque quotidiennement à la une de la presse. En tout cas, les chiffres n'ont pas cessé de croître. En 2014, 528 morts. En 2015, 568. Et 2016, 606 pertes en vies humaines. Facteur aggravant d'une telle situation, excès de vitesse, état des voies ou des véhicules, entre autres raisons évoquées. Personne n'est indifférent
face aux dangers, surtout par l'État, dans ses différents services en charge du secteur. Vous l'avez entendu récemment, le chef de l'État à 3 reprises, donc en fin d'année, est monté au créneau pour dénoncer les comportements d'insécurité routière et les nombreux morts sur nos routes. Et a instruit l'administration des transports globalement à revoir les modalités d'obtention du permis de conduire, les modalités de délivrance des visites techniques des véhicules, mais aussi à instruire les forces de sécurité à renforcer en tout cas le contrôle routier. 2017 va-t-elle suivre cette logique? Surtout pas de Paris là-dessus. La campagne de sensibilisation pour renverser la tendance est en cours. Le discours sur le terrain revêt un caractère préventif porté à proximité des usagers. Actuellement, effectivement, pour lutter contre l'insécurité routière, il y a 3 facteurs qui sont ciblés. Donc il y a le facteur infrastructurel, donc la route. L'État a fait en tout cas beaucoup d'efforts en ce qui concerne le développement du réseau routier et l'entretien routier globalement. L'État a fait des efforts aussi sur le facteur véhicule en mettant en place un centre de contrôle technique moderne à Dakar. Dakar qui polarise près de 70% du parc automobile. Donc maintenant il s'agira de généraliser la mise en place de ces centres de contrôle technique dans toutes les régions. Avec 606 morts en 2016, les craintes des Sénégalais deviennent légitimes. Aucune explication ne peut convaincre car les routes pour la plupart sont bonnes, les mécanismes de prévention nombreux. L'homme est-il l'éternel problème? Une question ouverte. Le directeur des transports routiers est justement à Ziguinchor pour informer les usagers de la route sur les réformes envisagées dans le secteur. Une rencontre avec les acteurs qui lui a permis de présenter la politique de l'État consistant à mettre en place le permis à points. Abdoulaye Ban. Cette tournée nationale du directeur des transports routiers est un partage d'informations et de mise à niveau pour les acteurs du secteur routier à Ziguinchor. Il s'agit de les entretenir sur les projets de modernisation de l'administration des transports routiers. Revoir les conditions d'examen de permis de conduire. C'est d'abord l'introduction d'une application audiovisuelle pour éviter tout contact humain lors de l'examen du code de conduite. Ensuite, rendre obligatoire le passage au niveau des auto-écoles pour les en tout cas, prétendants au diplôme de permis de conduire. Dans ce secteur, il va falloir accélérer les choses pour pouvoir diminuer le taux de décès dont il est question à chaque fois. Nous nous réjouissons et nous attendons à bras ouverts vraiment ces changements pour une bonne continuité, un bon déroulement des affaires dans le transport. Autre point abordé lors de cette rencontre, la mise en place du permis à points, un outil avec une technologie de dernière génération. Jouer effectivement sur la technologie et l'innovation et profiter du projet de numérisation et de la sécurisation des titres de transport qui va nous amener à avoir des cartes à puce multi-applicatives et sécurisées avec l'introduction de la biométrie. Donc d'avoir des cartes sécurisées et profiter de cette technologie pour introduire le permis à points. Le concessionnaire a 6 mois pour nous produire les premières cartes. Donc il faut les attendre d'ici le mois d'août-septembre 2017 pour avoir les premières cartes. Le directeur des transports routiers a aussi annoncé la mise en place très prochaine d'un centre de contrôle technique à Ziguinchor, ainsi que dans toutes les régions du pays. 120 agents du ministère de la Justice ont été faits chevaliers dans l'Ordre national du Lion ou du Mérite. Une occasion pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'inviter les agents à la persévérance pour servir de modèle aux autres. Aminata Mbengfal. Ils sont au total 120 récipiendaires à être élevés au rang de chevalier dans l'Ordre national du Lion ou du Mérite. Magistrats, notaires, greffiers, secrétaires, entre autres, se sont succédés sur la scène du mythique Théâtre national Daniel Sorano pour recevoir du garde des Sceaux, ministre de la Justice, ces hautes distinctions. Je parle du chauffeur, je parle du dactylo, je parle de l'éducateur spécialisé, je parle du notaire, je parle du greffier, je parle
de l'huissier, je parle de l'avocat, je parle évidemment du magistrat. La liste des récipiendaires reflète la diversité des profils de travailleurs existants au sein du ministère de la Justice et atteste que pour être distingué, il n'est pas besoin d'exercer des responsabilités particulières, mais seulement de cultiver les hautes vertus de rigueur, de probité professionnelle et de sens de l'intérêt général. Ces distinctions sont un signe d'encouragement et de reconnaissance et incitent également les autres à suivre le pas des agents qui ont été honorés. Aux personnes déjà admises à faire valoir leur droit à la retraite, je voudrais dire un grand merci pour l'œuvre de toute une carrière. Combien vous avez donné, combien vous avez donné, combien vous avez donné, et vous êtes partis, les cheveux blancs, alors que vous étiez rentrés, les cheveux tout noirs. La nation vous est reconnaissante. À celles qui sont toujours en activité, je voudrais adresser mes vifs encouragements en leur disant de continuer à inspirer leurs collègues afin que ceux-ci puissent à leur tour bénéficier de la même consécration lors de la prochaine remise de décoration. Et je voudrais que vous soyez beaucoup plus nombreux. Il m'avait été dit qu'il y avait des justices, des injustices à réparer. Je pense alors à l'applaudimètre quand je vois les éducateurs spécialisés, justice a été rendue. Chez les récipiendaires, dont la plupart ont eu des décennies de carrière, c'est surtout un sentiment de fierté. Cette distinction représente pour nous une source de motivation d'abord. Cela nous pousse en tout cas à persévérer sur la voie de l'excellence, sans laquelle en tout cas aucun pays ne peut se développer. Et nous avons ici dans notre pays, le Sénégal, beaucoup de défis que nous devons relever, que nous ne pouvons relever que dans la persévérance, dans la compétence aussi et dans le respect de nos institutions. Et je viens d'être doublement décorée. En fait, un sentiment de fierté et d'émotion m'envahit. J'ai revisité rapidement 29 ans de carrière et j'ai eu de carrière où il y a eu des joies, des difficultés, beaucoup d'émotions. Et j'en profite pour dédier cette double décoration à ma mère, qui aurait été très contente d'être là aujourd'hui avec moi. Mais malheureusement, elle est amputante et elle est couchée. Et cette médaille aussi, je la dédie à mes enfants, qui sont mes meilleurs amis et qui m'ont toujours accompagné. Honneur et satisfaction pour quand le choix porté sur nos personnes par M. le Président de la République et à travers M. le ministre de la Garde des Sceaux que nous remercions au passage. Nous sommes très satisfaits de l'honneur qui nous est fait et je pense et j'estime que c'est un moment d'émulation pour tous les autres, pour que tous les fonctionnaires et agents de l'État quand même puissent se démultiplier pour rendre les services qui sont attendus par l'État qui les emploie afin de pouvoir participer quand même à l'émergence du secteur public quand même que considère la grande administration du Sénégal. L'exercice de la justice fait peser sur les épaules du personnel de lourdes responsabilités. Ces récipiendaires s'en sont acquittés du mieux qu'ils ont pu et pour cela, la nation leur est reconnaissante. Retour sur les lieux du braquage au quartier Santhiaba dans la commune de Yeumbeul Sud. Des braqueurs lourdement armés ont attaqué l'agence bancaire Ecobank, emportant avec eux 111 millions de francs CFA. C'était dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier. Des témoins reviennent sur les faits et disent comment les malfaiteurs ont réussi à échapper à la police après des échanges nourris de coups de feu. Ibrahima Ndong. Un réflexe. Difficile de passer sans y jeter un coup d'œil. Cette agence bancaire est devenue l'un des éléments les plus célèbres de la zone au lendemain du forfait des braqueurs. Nous sommes au quartier Santhiaba de la commune de Yeumbeul Sud. Ici, l'événement qui s'est passé dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 janvier est toujours au centre des débats. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'ils ont attrapé un de mes copains, chauffeur, qui a l'habitude de se lever vers 2h, 3h du matin. Ils l'ont attaché, ils l'ont passé à tabac. Il a été vraiment roué de coups.
Mais heureusement pour lui, on peut dire qu'il a vraiment échappé à la mort. Alhamdulillah. Vraiment. Vers les 2h30, 3h moins comme ça, parce que j'ai entendu un coup de feu. Je ne savais pas que c'était un coup de feu. Je crois que même c'est une pneu qui a éclaté. Finalement, que j'ai entendu une deuxième et puis j'ai sorti. Bon, même ma femme m'a dit que non, ne sors pas, c'est trop dangereux. J'ai resté devant chez moi. C'est au seuil de son portail, à quelques jets de pierre de la banque, qu'il aura suivi le film du braquage. Ancien militaire de formation, Samba Sow ne pouvait rien faire contre la bande armée jusqu'aux dents. Mais une chose est sûre selon lui, le bruit des coups de feu renseigne à suffisance sur la nature des armes. C'était trop puissant, en tout cas c'est une arme lourde, une arme grande puissance. Une puissance de feu qui suppose que les agresseurs ne sont pas à leur premier coup d'essai. Selon nos sources, même le serveur de la caméra de surveillance a été emporté. Sur place, l'agence porte toujours les stigmates des balles. Le braquage a été perpétré par une douzaine d'individus embarqués à bord d'une 4x4 et qui ont fait usage d'armes à la vue du véhicule de la patrouille de la police nationale. Les patrouilles sont visibles, les policiers armés en position au niveau des carrefours et grandes artères de la ville et même au niveau des banlieues. Malheureusement, ils ont pu emporter, ces individus, une rondelette somme de 111 millions de francs CFA. 111 millions de francs CFA, une somme à retrouver et vite. Pour ce faire, les forces de sécurité et de défense sont unies comme un seul homme. La police, qui est compétente et qui assure ce rôle régalien, s'est saisie de l'affaire. Et la sûreté urbaine, qui est compétente sur le territoire régional, a dessaisi le commissariat de Yeumbeul. Et la division des investigations criminelles est venue en renfort. Mais les autorités ne se sont pas arrêtées à ça. Il y a eu aussi la section de recherche de la gendarmerie nationale qui a été mise à contribution. Et pour mieux protéger les établissements bancaires, les autorités vont renforcer leur collaboration avec les responsables des banques. Il y a eu déjà ce pas vers le ministère de tutelle qui a répondu favorablement pour mettre à contribution ces services dans l'élaboration, par exemple, des plans de défense de ces institutions financières. L'union fait la force, l'adage est bien respecté pour neutraliser les malfaiteurs. Selon les autorités, les enquêteurs sont sur une bonne piste. Déjà, le véhicule et le coffre ont été retrouvés, mais vite. Le ministre de la Culture et de la Communication était en visite à Matam. Mbagnick Ndiaye a rencontré les membres de l'association Tabital Poulagou. Les discussions ont tourné autour de la construction d'un musée au Fouta. Le ministre a également procédé à l'inauguration de Bosseya FM, une radio communautaire au Moukalsomsal. Le paysage médiatique s'enrichit d'une nouvelle radio communautaire, Bosseya FM, qui émet sur la fréquence 96.9, est né de la volonté du maire des Agnam, Farba Ngom, d'offrir à ses administrés un outil de communication. Bosseya FM est là, mais j'ai dit aux populations de Bosseya, si nous avons pu réussir à avoir ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce au président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Aujourd'hui, nous, en tant que Foutanké, nous pouvons être fiers, nous pouvons très être fiers que Macky Sall est président de la République du Sénégal. Le député maire de Agnam a tout fait pour obtenir la fréquence, mais également a monté le matériel pour que cette radio puisse être inaugurée cet après-midi. C'est dire l'importance qu'il voue aux populations du Bosseya. Les radios communautaires jouent un rôle extrêmement important dans le cadre de la formation du citoyen local.
Les nombreux expatriés que compte la région de Matam pourront ainsi suivre la chaîne par Internet. Le ministre de la Communication a aussi fait des recommandations par rapport au programme qu'il souhaite diversifier. Qu'il faudrait que toutes les branches de la population puissent avoir des émissions sanitaires, des émissions éducatives, mais des émissions liées au développement, mais aussi des émissions pour la formation du citoyen. Le ministre de la Culture et de la Communication a aussi présidé une rencontre de Tabital Poulagou, toujours dans la commune des Agnam. Cette association qui réunit les amis de la culture Peul a un projet de construction d'un musée et souhaite un soutien des autorités étatiques. Parlons de santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Le ministère de la Santé vient de signer avec un partenaire du Sénégal une convention. Il s'agit de Maristops International MSI qui s'engage à fournir aux écoles des informations de qualité, mais aussi des services comme le dépistage précoce de certaines maladies. Oumar Diaw. Une signature de convention entre la directrice pays de Maristops International et le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. L'accord porte sur la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Nous allons appuyer la direction du contrôle médical scolaire à travers nos différents canaux d'offres de services. Nous avons aujourd'hui des sages-femmes mobiles qui vont pouvoir se déplacer au niveau des structures sanitaires du ministère de l'Éducation pour pouvoir apporter d'abord et avant tout beaucoup d'informations. Maristops et l'Éducation nationale ont une préoccupation commune d'apporter des informations de qualité et une offre de services en santé de la reproduction. Nous avons beaucoup de besoins en matière de santé de la reproduction des ados et des jeunes. Et c'est pourquoi la convention que le directeur cabinet du ministre de l'Éducation vient de signer constitue une opportunité très intéressante pour le ministère de l'Éducation pour prendre en charge les ados jeunes qui sont au niveau de l'espace scolaire. Parmi les services au catalogue, le counseling, les consultations gynécologiques, le dépistage du VIH et de bien d'autres maladies. Il est prouvé que la santé est un intrant de qualité des apprentissages. Chaque année, des centaines d'élèves sont victimes de violences basées sur le genre, de mariage et de grossesse précoce. Et ces fléaux constituent le principal obstacle à la poursuite d'un cursus normal. Un cursus est vite compromis par une grossesse précoce et non désirée. L'école doit pouvoir transmettre des savoirs en toute quiétude, ce qui passe par une bonne santé et un esprit apaisé, ce qui n'est jamais le cas quand on n'est pas encore prêt à être père ou à allaiter et qu'on soit obligé. L'ISM, l'Institut supérieur de management, rejoint le groupe Galileo Global Education qui gère une cinquantaine d'universités dans le monde. Cette opération s'est réalisée après l'ouverture du capital du groupe ISM, Hamidou Diop. En 25 ans d'existence, l'ISM, l'Institut supérieur de management, a marqué l'Afrique avec ses 20 000 diplômés présents partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une référence mondiale en termes d'éducation. Galileo, un groupe d'enseignement supérieur privé international qui a répondu à l'appel de l'ISM, qui a voulu ouvrir son capital. Le partenariat, il est clair. Le partenariat stratégique, c'est de la méthode. On arrive à une phase où on a besoin de renforcer nos méthodes de travail. Il faut de l'organisation, il faut de l'ordre, un peu plus d'ordre. Donc ça, c'est l'attente première. La seconde attente, c'est de nous accompagner sur l'ouverture international. Galileo est présent sur plusieurs continents. Nous avions des activités déjà en Asie, sur les États-Unis, sur l'Europe bien naturellement. Et donc Galileo va nous accompagner encore plus. Les deux choses que l'on peut apporter à l'ISM sont les moyens, bien sûr, mais surtout la possibilité à tous nos étudiants d'avoir une expérience globale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à des conditions abordables, on sera capable de dire aux étudiants africains, vous pouvez aller en Inde, vous pouvez aller en Europe, vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller à Singapour. Beaucoup de personnalités sont venues témoigner sur le parcours élogieux de l'ISM. D'autres se sont exprimés à travers les 3 panels organisés et qui visent entre autres à revoir l'offre programmatique des MBA. Pour sortir l'Afrique de sa situation actuelle, il faut, selon ces anciens pensionnaires de l'Institut, repenser d'autres modèles et inculquer aux jeunes de fortes valeurs. Travailler dur, c'est important. Travailler sur une chose, mais travailler dur, c'est encore mieux.
Et c'est important pour tous qui ont l'intention en tout cas de créer des entreprises, d'évoluer en tout cas dans le milieu de l'entreprise. Mais tout ceci ne peut se faire que dans la discipline. Nous avons besoin d'avoir des connaissances scientifiques dans un domaine précis, mais pour ceux qui vont diriger les pays en Afrique, ceux qui vont diriger les entreprises, ceux qui vont diriger les structures en général qui sont portées vers la création de richesses et d'emplois, ont besoin de ces connaissances. À travers ce partenariat, Galileo va accompagner le groupe ISM dans la méthode d'organisation grâce à son expertise. Le groupe Galileo gère 50 écoles et universités. Il est le premier opérateur européen dans l'éducation et le troisième opérateur mondial. Nous en parlions en début de journal. La famille omarienne prépare la 37e édition de la Ziara annuelle, moment choisi par la primature et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance pour remettre un appui considérable aux organisateurs et au Khalif Thierno Madani Tall. Il a salué l'attention accordée par le président au foyer religieux Abasso. Comme chaque année, l'État du Sénégal met la main à la pâte pour le succès de la Ziara de la famille omarienne. Cette année encore, 2 délégations sur un même lieu pour un seul et unique objectif. C'est sur instruction du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, que le ministère de la Famille et d'autres ministères sectoriels, avec l'accompagnement de Monsieur le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, que le ministère s'est déplacé, comme on a l'habitude de le faire lors des cérémonies religieuses, pour accompagner les familles dans le cadre de la prise en charge des hôtes, des pèlerins. Parce que la dimension de l'homme, Cheikh Omar Foutiyou, ses descendants, en l'occurrence Thierno Mountaga Tall, tous font que cette cérémonie doit être accompagnée parce que c'est une cérémonie qui a une dimension internationale, cette ziara. En venant rendre visite au Khalif Thierno Madani Tall, Mariama Sarr, ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfance, et cette délégation primatoriale ne sont pas venus les mains vides. D'abord, un soutien considérable aux femmes pour améliorer la prise en charge des fidèles, puis chez le Khalif qui a livré un message cordial. Nos remerciements les plus sincères au président Macky Sall et tout le gouvernement dirigé par Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mes mentions spéciales au ministre Mariama Sarr. Ils sont tous attentifs aux besoins des familles religieuses au Sénégal. Qu'il en soit remercié puisque c'est aussi un moyen de prouver la stabilité au Sénégal. Cette marque de reconnaissance est la preuve d'une entente parfaite entre les pouvoirs spirituels et temporels. De l'eau, de la boisson et des moyens financiers ont été mis à la disposition de la famille omarienne qui prépare la 37e édition de la Ziara. Voyons l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Elle nous mène en Allemagne, en Australie, en Syrie. Mais d'abord, la Gambie où l'effectif des forces de la CEDEAO sera bientôt réduit suite à l'appréciation positive de la situation sécuritaire dans le pays. Anaïs Nyanyamane. La mission militaire déployée en Gambie par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va entamer une réduction progressive de ses effectifs. Selon son commandement, cette réduction des forces concerne la composante terrestre, aérienne et navale. Il ajoute que cette décision intervient après le retour en Gambie du président Barrow et à la suite d'une appréciation positive de la situation sécuritaire dans le pays. En visite ce vendredi à Berlin, le président français a estimé que l'administration du nouveau président américain représentait un défi pour l'Union européenne. À côté de la chancelière allemande Angela Merkel, François Hollande s'est engagé à parler avec Donald Trump dans le but de protéger les intérêts européens. À l'occasion de sa visite, François Hollande s'est recueilli avec Angela Merkel sur le lieu de l'attentat qui avait coûté la vie à 12 personnes sur un marché en décembre. En Australie, un petit avion s'est écrasé dans une rivière. Le pilote et sa compagne ont été tués dans l'accident. Les causes du crash restent à déterminer. Et enfin, en Syrie, des commerçants veulent faire revivre le souk d'Alep, un lieu classé au patrimoine mondial de l'humanité.
Ce site a connu plusieurs années de combats et de bombardements entre forces du régime syrien et rebelles. Ils ont commencé à nettoyer leurs magasins à la place de la municipalité. En sport football, les échos de la CAN Gabon 2017, les Lions se sont entraînés cet après-midi à Bongoville dans une ambiance très détendue. Le moral des troupes est au beau fixe et les joueurs croient en leur chance. C'est un reportage signé Pape Madidio. Première apparition, le staff technique qui descend du véhicule. Crépitement des flashs, zoom des caméras. La presse nationale et étrangère veut immortaliser ces images de veille de match. Les Lions du Sénégal arrivent le sourire aux lèvres, une attitude qui traduit la confiance et la sérénité dans la tanière. L'union sacrée autour de l'équipe, une tradition bien respectée ici au stade de Bongoville. Les caméras ne ratent aucun geste des Lions. Premier acte, quelques tours de piste des joueurs, le tout sur le regard vigilant du Lion en chef. Un échauffement qui ne dure pas. Des étirements. Ensuite, place à l'ambiance avec comme guide Pape Sédou Ndiaye. Les Lions du Sénégal à l'entraînement, ils rencontrent demain le Cameroun en quart de finale. En conférence de presse ce vendredi, donc en fin de matinée, Hugo Bross, entraîneur du Cameroun, Karambodj et Aliou Cissé, coach des Lions, sont revenus sur l'enjeu. D'un côté comme de l'autre, chacun croit en ses chances. Les voici au micro de l'un de nos envoyés spéciaux, El Hadj Thierno Dramé. L'équipe du Cameroun n'est pas si jeune que ça. Elle a quand même du vécu, elle a de l'expérience, elle a de très grands joueurs. Aujourd'hui, sur le plan mental, on connaît la force mentale du Cameroun. Mais dans ce sens-là aussi, le Sénégal a beaucoup progressé aussi. Donc, comme je vous le dis, nous ne pouvons pas être favoris. Le Cameroun a gagné 4 Coupes d'Afrique, nous, on n'a pas encore gagné. Donc aujourd'hui, pour aller gagner cette Coupe d'Afrique-là, le Sénégal doit passer sur l'obstacle camerounais. Donc comme je vous le dis, ça sera un match pas évident, ça sera un match difficile contre 2 grandes équipes qui ont envie d'y aller. Et nous allons vraiment vers une vraie confrontation. Et j'espère que vraiment, comme je vous le dis, nous passerons. Voilà. On s'est bien reposé et on s'est bien préparé, donc on sait que demain il y a un match très important qui nous attend. Et je pense que mes coéquipiers et moi, nous sommes prêts pour aller au combat demain. On a le devoir d'écrire notre propre histoire, le devoir de mouiller le maillot national pour notre peuple. Nous sommes très contents d'être en quart de finale. Il y avait 7 ans que le Cameroun a encore été dans un quart de finale de la CAN, donc quand tu fais un exploit pareil, tout le monde a confiance et tout le monde a le bon esprit. On sait très bien que demain, on va jouer contre un adversaire, une très bonne équipe. Une très bonne équipe qui a montré dans les matchs de groupe qu'ils ont beaucoup de qualité, mais de l'autre côté, on croit vraiment dans nos chances. Et on va être prêt pour aborder ce match de demain. Et face au Cameroun, le Sénégal pourra compter sur Ismaïla Sarr, le plus jeune joueur de l'équipe nationale et de la CAN 2017. Il a seulement 18 ans. Jérôme Gomis et Diène Abadia sont allés chez lui à Saint-Louis pour en savoir un peu plus donc, sur ce lion au talent précoce. Voici le reportage. Ismaïla Sarr, l'enfant de Saint-Louis, qui remplace poste par poste Keïté Baldé Diao. Au clair, Saint-Louis. Au domicile de Ismaïla Sarr, tout est en chantier. Le père de l'international s'y trouve pour superviser les travaux. Ce passionné de la volaille puise dans son expérience d'ancien footballeur pour parler de la prestation de son fils à la CAN 2017. Allez, Ismaïla Sarr. Sarr, comme il sait le faire, jeune homme, il va foncer. Sarr, pour son premier ballon, il part. Le dribble, le centre, Sarr et peut-être le but. Non, ce n'est pas fini. C'était excellent. Excellent. du lu ma bett ndax Ismaïla
man fii la juddoo fii la màggee bon ma yàgg ko suivre te di ko conseiller aussi moo tax loolu muy def noonu man jaaxaluma quoi. Ancien joueur de la Linguère de Saint-Louis, Abdoulaye Sarr a aussi joué en équipe nationale entre 1987 et 1988. Ce féru du ballon rond constate que son fils est en train de suivre ses pas avec brio. affaire bi daf ko doon man aussi yéexuma woon gaawuma woon mais bu la masaan jël bal ba romb la pare nga si man kon ça veut dire que affaire bi daf ko doon te aussi nijaayam jëm si yàlla Jires ñu koy Abdoulaye Ndiawar Ba moom aussi ancien joueur Linguère la woon international la woon encore mi ngi woon équipe fu mi ngi woon Mourtani nekk fa entraîneur ba daaw yàlla yóbbu ko daal. Ça veut dire que moom daf ko doon. Saliou Ciss qui rejoue vers le Messin Sarr. Le déboulé d'Ismaïla Sarr dans la surface cette fois-ci. Il a plus de possibilités pour centrer, c'est dévié par Mendy. La frappe ensuite. Et l'égalisation du Sénégal à force de reculer. Eh bien cette équipe de l'Algérie s'est fait punir. Pourtant le football, Ismaïla ne l'a appris que dans la rue. Il y a sûrement une part d'hérédité. Quittant très tôt les bancs de l'école, le Benjamin de la CAN s'est lancé dans la culture. te defe naa benn weer la fa def maître moo ma woo ni ma Ismaïla mi bee boor nga génne ko école tax nii ma ko gisee njàng mi du si sore du si def dara ma génne ko woo ko mu ne ko lan nga bëgg mënu ma téer la bëgg mu ne ma wan ko ban atelier nga bëgg aussi mënu ma atelier race la bëgg a dem nekk fa téer te ma yóbbu ko fa ba léegi nii bu ngeen ko joxee seen yére mu ñawal leen. Les brillantes prestations de Ismaïla Sarr à la Linguère ont séduit Génération Foot, où il est resté pendant 3 ans avant de s'envoler pour le Football Club de Metz en France. Le football sénégalais faut compter désormais sur ce jeune talent qui va souffler ses 19 bougies au mois de février prochain. Voilà, Ismaïla Sarr, un magnifique joueur, l'un des lions sur lesquels Aliou Cissé compte pour forcer le verrou camerounais demain en quart de finale. C'est à suivre sur la RTS à 19h. Dans la rubrique métier de ce soir, focus sur les esthéticiennes. Dans la capitale, on distingue les professionnels et les amateurs. Les deux catégories d'esthéticiennes travaillent pour rendre beau le visage des dames. Des soins parfois coûteux, mais qui ne découragent pas certaines femmes en quête du paraître. Le point avec Luce Bizza. Mariam Atié est une esthéticienne. Dans sa clinique, le visage est au centre de toutes les attentions. On se fait belle pour soi. Il faut être fier d'être ce qu'on est. On a envie de se faire belle. On se fait belle. Maintenant, celui qui aime, c'est tant mieux. Celui qui n'aime pas, l'essentiel, c'est que nous, on est contents. Tu te fais belle pour toi avant tout. Hein. Au moins, j'en ai 2 par semaine qui viennent se faire tatouer. Si ce n'est pas les yeux, c'est les sourcils, sinon la bouche, ou un grain de beauté, ou un dessin sur le corps. À l'image de son visage, sourcils et bouche tatouée, le eyeliner, elle a opté pour le tatouage comme soin esthétique. Moi-même, j'avais pas de sourcils. J'avais pas de sourcils et je mettais du crayon. Et je trouvais, pour essayer d'égaliser, que ça prenait énormément de temps. De faire l'expérience sur moi-même, j'ai vu que ça a marché et je me suis lancée. Et maintenant, de plus en plus, les gens y ont recours. Et beaucoup, maintenant, les Sénégalaises, ils s'imprègnent dans le tatouage. Pour la mise en beauté, l'esthéticienne identifie le type de peau de sa cliente. À partir de ce moment, elle peut sortir son matériel de travail. Alors je travaille avec, ça c'est la machine. Elle fonctionne avec une pédale. Je travaille avec un antiseptique, avec des cotons que je découpe de cette manière, avec la crème Emla, avec une pince à épiler, les pigments qui sont là ou là, avec une aiguille et un cupule. Avant l'épilation et le modélage du visage, elle donne des conseils concernant la durée du tatouage. J'ai été formée pour le tatouage permanent, semi-permanent, pour l'extension des cils,
Et après ma formation, je suis revenue. Alors, permanent, c'est un tatouage qui dure 1 an et demi, 2 ans, selon la personne, selon l'exposition de la personne au soleil, selon les produits. Et semi-permanent, c'est juste un coloriage à l'intérieur pour avoir l'effet un peu fourni. Alors, c'est des tatouages qui ne durent pas longtemps. Et quand on passe l'aiguille au niveau des sourcils, les clientes n'ont pas de choix que de supporter la douleur. C'est le prix de la beauté. Je mentirais si je dis ça fait pas mal. Mais bon, comme elle remet l'anesthésie à chaque fois, donc on sent un peu. On choisit la couleur avec la cliente selon le goût qu'elle veut, un marron, un noir, un gris, et on commence à piquer. Et on ne peut pas donner la durée exacte d'un tatouage pendant le travail, c'est selon la personne, son port, comment il attrape. Plus le port est serré, moins la couleur elle prend. Plus le port est ouvert, plus ça prend plus vite. Il y a des gens 30 minutes, il y a des gens 1 heure. En général, pas d'effet secondaire. Tout dépend aussi de l'aiguille. Donc, chaque tatouage qu'elle fait, elle met une aiguille, une nouvelle aiguille. Chaque personne a son aiguille. C'est comme quand on va faire des prises de sang, donc chacune a son aiguille. Pour le tatouage du visage, l'anesthésie atténue la douleur. C'est tout le contraire du tatouage sur le corps. La douleur est vraiment, on va dire, insupportable. Parce que moi-même, je suis tatouée et c'est dur un tatouage sur le corps. C'est beaucoup plus dur parce que le tatouage sur le corps, on ne peut pas mettre d'anesthésie. Et un tatouage sur le corps, c'est définitif par contre. On ne peut pas l'enlever que par laser. Différemment des sourcils ou de l'eyeliner ou de la bouche. Pour les adeptes du tatouage, la pratique est tout simplement avantageuse. On est pressé de se maquiller, le eyeliner est déjà là, les sourcils sont déjà tracés. Le grand avantage, c'est quand on va par exemple au Hajj, le maquillage est interdit. Alors, certaines personnes, elles viennent, avant le Hajj, elles se font tatouer pour être après naturel pour le Hajj. Comme le maquillage, il est interdit. Même si la clientèle est forte, le seul souci se situe au niveau des prix. Il varie entre 90 000 à plus de 150 000 francs CFA. C'est comme quand on veut se faire des chirurgies, quand on veut rehausser ici les yeux, donc tout demande un prix. C'est du travail, le fait déjà de tracer, de dessiner, la machine, le courant qu'elle utilise, les produits qu'elle met, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est vrai, il faut avoir les moyens pour le faire. À côté des cliniques, il y a aussi ceux qui font le tatouage bon marché. Ça, c'est la machine. Il y a plusieurs façons d'aiguilles. Souvent, on change les aiguilles. Il y a aussi avec les encres, comme on appelle ça aîné. Des prix abordables au grand bonheur d'une catégorie de clientes. Il y a 1000 francs, 2000, 3000, jusqu'à 5000. Bon, si tu fais avec la machine, c'est plus cher. Il y a 5000, 10 000, 15 000. Même si Ahmed Gueye a été formé sur le tas, les clientes semblent être satisfaites de son travail. Parce que le matin, au réveil, vous n'avez pas le temps de vous maquiller. Avec l'ombrage, c'est plus facile. Ça ne s'enlève pas. Il y a des ombrages qui se pérennisent. Moi, ce que j'ai fait, ça ne se pérennise pas. Ça s'enlève d'ici 2 à 3 mois. Ça fait mal plus ou moins, mais ça ne pique pas comme la piqûre. Des soins de beauté qui peuvent dans une certaine mesure apparaître avantageux pour ceux qui vivent avec un handicap. Par exemple, j'ai eu un monsieur qui a eu comme un vitiligo au cerveau et il avait des taches blanches au niveau du cerveau. Donc il s'est rasé le crâne et j'ai repigmenté son cerveau et ça avait l'air plus naturel, c'était moins frappant. Le monsieur était moins gêné de sortir sans son béret parce qu'il avait honte. Les gens, tout le monde avait le regard sur son cerveau. À la fin des soins, l'esthéticienne prescrit une ordonnance, ce qui permet d'éviter des infections, des crèmes cicatrisantes pour adoucir le tatouage. De la musique pour finir, Note d'espoir, c'est le titre du nouvel album de Wapirat de Dieuppeul. Après 4 ans d'absence, le groupe revient en force avec un opus de 13 titres qui aborde des thèmes d'actualité. Face à la presse hier, ils ont présenté l'album qui se veut une invite à la jeunesse africaine à prendre conscience des défis du continent. Fatou Diouf.
Wapirat de Dieuppeul signe son comeback avec du lourd. Note d'espoir. Cet album de 13 titres est une symbiose de sonorités africaines avec comme instrument de base le khalam. Pour plus d'originalité, ils sont allés explorer d'autres horizons. Nous sommes partis au Mali et nous avons fait 28 jours là-bas au Mali, au studio de Salif Keita, sous la direction de Salif Keita, et beaucoup de grands musiciens pour faire déjà l'enregistrement de l'album. Aller en Côte d'Ivoire, faire les chœurs et le mix en France. Ça fait 4 ans. Ce nouvel album marque le démarrage d'une nouvelle carrière musicale pour ce mythique groupe qui s'est révélé au grand public en 1994 dans l'émission Oscar des vacances. 30 ans de danse, aujourd'hui, il se tourne vers la musique pour promouvoir la richesse de la culture africaine. Note d'espoir parce que l'espoir fait vivre alors que les notes le font voyager. Cet espoir peut-être permettra à la jeunesse africaine, au peuple africain en général, à prendre conscience de sa beauté, de sa valeur et de sa richesse. Serigne Bi, un hommage au fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Noir d'espoir, un cri du cœur contre la dépigmentation. Jam, une invite à la sauvegarde de la paix, gage de tout développement. Agent de recouvrement pour évoquer les changements climatiques. Bref, 13 morceaux engagés pour les mélomanes. Dans ces 13 titres, vous verrez des titres très engagés. On parle de l'environnement. Parce que n'oubliez pas aujourd'hui qu'on parle du crédit carbone. Et pour moi, c'est l'une des pures créations qu'on peut donner à notre humanité. La jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise doit se dire que pour que l'Afrique soit développée, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on travaille. C'est toujours un plaisir pour nous, en tant qu'autorité locale, de parler de ce groupe qui fait notre fierté, mais qui constitue aussi un de nos ambassadeurs, à l'interne comme à l'externe. C'est des jeunes affranchis, c'est des jeunes désintéressés, c'est des jeunes motivés, c'est des jeunes engagés pour la cause nationale. Medoun, Nguès et Mort, ce trio va pour l'instant assurer la promotion de l'album à travers des concerts en Afrique et ailleurs. En attendant, souhaitons un prompt rétablissement à leur frère Abou, alité en ce moment. Voilà, bon vent au groupe Wapirat de Dieuppeul qui signe son retour avec un nouvel album. Le chef de l'État quitte Dakar ce vendredi 27 janvier 2017 dans la soirée à destination d'Addis Abeba en Éthiopie où se tient la 28e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le thème de ce sommet est tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, la succession de la Sud-Africaine. Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la présidence de la Commission de l'Union et la réintégration du Maroc dans l'organisation qu'il avait quittée en 1984 seront au cœur de ce 28e sommet. Autre enjeu de ce sommet, la désignation du successeur du président du Tchad, Idriss Déby Itno, à la présidence de l'Union. Le chef de l'État présidera la réunion du comité d'orientation du NEPAD dont il assure la présidence. En outre, il aura plusieurs rencontres bilatérales. Le chef de l'État regagnera Dakar le 1er février 2017 au communiqué du pôle communication de la présidence de la République. Et puis je vous rappelle cette information, ce décret portant fixation de la date des prochaines élections législatives sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le président de la République décrète article 1er en application de l'article L355 et de la loi 2017-12 du 18 janvier 2017 portant code électoral. La date des prochaines élections législatives est fixée au dimanche 30 juillet 2017. Article 2. Le ministre chargé des élections, le ministre chargé des Affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
Voilà qui met fin à cette édition. Vous pourrez suivre juste après le magazine Tout sur la CAN avec Pape Biram Bigendia, Ibrahim Mboup et toute l'équipe du Desk Sport. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Nous trouvons, et je pense que c'est, comme l'a dit mon frère ici, un exemple très beau pour montrer que, après tout, l'islam n'est pas ce comment il est montré en Europe. Il y a beaucoup de positifs dans lesquels nous pouvons nous rencontrer et travailler ensemble pour le bien du pays et constater que l'autre, ce n'est pas un danger pour moi, mais c'est une richesse. L'Afrique est véritablement un modèle pour beaucoup de pays, y compris en Europe, montrer qu'effectivement, par-delà la différence religieuse, il y a tout un terreau commun et qui permet ce vivre ensemble. La complicité entre le pouvoir exécutif et le clergé a aussi été saluée par ses évêques. La paix et la tolérance sont à la base de la cohabitation entre musulmans et chrétiens. Les religions se complètent, cohabitent. Il n'y a aucun problème vraiment dans la manière de vivre des Sénégalais par rapport à la religion. Dans l'islam, nous avons nous-mêmes les défis aujourd'hui sur les discours qui sont véhiculés. Heureusement, dans ce pays, on a aussi un islam soufi qui permet de tempérer un certain nombre de choses et de donner le vrai message de l'islam qui est un message de paix et de tolérance. La conférence du Nord regroupe le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Honorés par cette audience avec le président de la République, les évêques ont formulé des prières pour la consolidation des relations entre musulmans et chrétiens, mais aussi les liens avec les églises d'Afrique subsaharienne. Je vous lis à présent un décret du président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 43 et 76, vu la loi numéro 1712 du 18 janvier 2017 portant code électoral, vu le décret numéro 2014-845 du 6 juillet 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-855 du 22 juin 2015 relatif à la composition du gouvernement, vu le décret numéro 2016-753 du 8 juin 2016 modifiant le décret numéro 2014-853 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des services nationaux, des sociétés nationales plutôt, et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, décrète article 1er en application de l'article L355 de la loi 2017-12 du 18 janvier 2017 portant code électoral. La date des prochaines élections législatives est fixée au dimanche 30 juillet 2017. Article 2, le ministre chargé des élections, le ministre chargé des Affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Adama Barrow est de retour à Banjul. Le président gambien a été accueilli par une liesse populaire à son arrivée. Adama Barrow était au Sénégal depuis 10 jours, retranché à Dakar dans l'attente du départ de l'ancien président Yaya Jammeh qui contestait les résultats des urnes après les élections. Notre envoyé spécial à Banjul, Mamadou Samambo. C'est sous haute surveillance et une escorte aérienne, un dispositif au sol impressionnant que l'avion du président Adama Barrow a survolé Banjul et atterri à l'aéroport de Yaoundé. L'État du Sénégal a considérablement augmenté sa part de financement de 50 millions de francs CFA. C'est que les résultats enregistrés sont très satisfaisants et surtout qu'il faut mieux intégrer le dispositif dans la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation. La phase 2 de l'acte 3 est en route, parce que le renforcement de ce dispositif, mais aussi le grand chantier que nous avons déjà ouvert sur la réflexion en matière de fiscalité locale, dont la réforme sur la patente peut-être est le premier acte, nous permet véritablement d'avoir des collectivités locales qui sont suffisamment alimentées
pour pouvoir prendre en charge les besoins et les préoccupations des populations. Entre autres objectifs, le dispositif devra permettre d'encourager et de soutenir le dynamisme des partenariats de la coopération décentralisée franco-sénégalaise et de créer un cadre favorable aux échanges institutionnels et politiques entre collectivités françaises et sénégalaises. Pour mieux faire l'état des lieux, en 2018, la France et le Sénégal vont tenir des assises de la décentralisation. La société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques se déploie au Cap Skirring. La SAPCO compte dérouler un programme d'alimentation en eau potable et d'éclairage du village, un programme qui entre dans le cadre de la requalification de la station touristique et balnéaire du Cap Skirring. Salut Sec. Cap Skirring est la principale zone touristique de la Casamance. La localité accueille chaque année des milliers de touristes. Toutefois, cette zone est confrontée à des difficultés d'accès à l'eau potable, un manquement que la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal compte régler à travers son projet d'alimentation en eau potable de la localité. Nous disposons d'une enveloppe financière qui nous permet de soulager des populations en termes de réduction d'eau et d'améliorer l'éclairage. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a un programme prévu dans le cadre du PUDC, en fait du ministère de l'Hydraulique, et il est nécessaire d'harmoniser les deux programmes. Ce projet de la SAPCO qui vient en appoint, en complément, et l'on souhaite que les deux directions générales, à savoir celle de l'OFOR et celle de la SAPCO, puissent coordonner, harmoniser leurs initiatives, leurs projets, pour qu'on puisse avoir des châteaux d'eau, un réseau de distribution, des forages à moindre coût et dans des délais raisonnables. Ce programme entre dans le cadre du projet de requalification de la station touristique et balnéaire du Cap Skirring. Pour cette première phase qui concerne l'adduction d'eau et l'éclairage public, toutes les études sont déjà faites par la société. L'ambition réelle de la SAPCO, c'est la requalification du site touristique de Cap Skirring. Et ça nécessite des études approfondies. Nous avons fini d'élaborer les termes de référence de l'étude. C'est après les études qu'on va avoir les chiffres réels et ce qu'il y a lieu de faire pour repositionner le Cap comme un produit phare du tourisme national. À terme, l'ambition de la SAPCO est d'offrir à ce site touristique des produits modernes qui vont attirer plus de touristes. Et désormais, la société compte s'impliquer davantage dans la promotion de cette station touristique. Encore des morts sur les routes nationales, on n'en parlera jamais assez. Cela fait maintenant 3 années successives que le nombre de victimes augmente de façon inquiétante. 2016 bat le record avec pas moins de 600 décès enregistrés. Un bilan annuel à prendre au sérieux pour éviter la poursuite du drame. À l'accueil, un parterre de hautes autorités civiles et militaires gambiennes, des diplomates accrédités à Banjul et des proches avec des accolades qui ont une saveur de libération et de soulagement. Place ensuite à l'hymne national gambien et aux honneurs militaires. Avec la presse. Adama Barrow avait en face près de 300 journalistes de la presse nationale gambienne et internationale. Ses premiers mots de président en fonction prononcés en terre gambienne, Adama Barrow prend la direction de sa résidence privée à Burfoot. Le cortège roule à 0 km/h. La mobilisation est monstre. Citoyens ordinaires, militants et proches, en majorité de jeunes, offrent au nouveau président un bain de foule rare dans son genre. Il était 0 heure à Yundum quand la circulation commence à retrouver sa fluidité.
soit près de 7 heures après l'atterrissage du président Adama Barrow. Après cet accueil impressionnant, le président Adama Barrow s'est adressé à ses compatriotes. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial, Mamadou Sambambo. Je suis très satisfait de l'accueil qui m'a été réservé. Je m'attendais à cette mobilisation du peuple gambien. Ma première décision en ce moment précis, c'est d'abord de disposer d'un cabinet qui me permettra de commencer le travail. Ouverture ici à Dakar de la deuxième réunion du comité de pilotage du dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. La rencontre a permis de faire le bilan et de dresser les perspectives de cet instrument de coopération entre collectivités françaises et sénégalaises. Pape Bounachao. Cette signature marque un pas décisif dans la consolidation de la coopération décentralisée entre la France et le Sénégal. Elle porte sur l'arrangement administratif et financier 2017-2020 du dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise. Cette réunion du deuxième comité de pilotage revient sur les acquis et les perspectives de cet outil de coopération décentralisée qui, en Afrique subsaharienne, n'a été mise en œuvre qu'au Sénégal. Cette coopération entre communes, départements et régions est un axe extrêmement important. Il se traduit comment? Il se traduit par des chantiers de jeunesse, il se traduit par l'invitation faite à des élèves, il se traduit par l'envoi d'experts qui participent à la construction de puits, de générateurs, qui travaillent sur les problèmes d'assainissement. C'est un travail de terrain, un travail de long terme, et j'ai pu en voir les effets sur le terrain en me déplaçant en région. Je me rendrai dimanche dans la région du Sine Saloum, où je pourrai voir les mérites de la contribution de la coopération entre Biofior et Panazol, par exemple. Au fil des années, l'intérêt que les collectivités locales portent au dispositif a considérablement augmenté, de même que les fonds alloués. Cette année, les symboles qu'elles véhiculent sont des emblèmes et une source d'inspiration pour notre peuple. Né en 1914 à Demet, c'est à Dakar qu'il reçut les attributs de calife de la famille omarienne en 1980. Par son parcours exceptionnel, son œuvre intellectuelle et sa pensée faite de sagesse, Thierno Muntaga a marqué la communauté musulmane. Il a toujours été à l'écoute de ses fidèles et de son peuple dans tous ses segments. L'autorité morale et spirituelle qu'incarnait Thierno Muntaga Tall émanait naturellement de sa capacité à se faire écouter, à se faire comprendre, à inspirer le respect de ses disciples et interlocuteurs. Cette notoriété était le fruit de son éducation religieuse et spirituelle et de sa longue pratique des hommes au sein de leur société. Homme d'une simplicité à toute épreuve, Thierno vivait parmi les siens. Il incarnait par sa modestie et sa conduite au sein de ses semblables les vertus d'un homme de Dieu, répondant au modèle prophétique. Convivialité, égalité et solidarité, ces vertus tirées des enseignements soufis ont été la marque de son magistère. Une générosité perceptible dans sa quête intellectuelle et spirituelle, son amour de l'acquisition et de la transmission du savoir. À l'heure où le radicalisme violent envahit le monde, son legs reste un repère qui transcende les âges et les contingences. Un appel toujours vivifiant à la paix et au vivre ensemble. Sachez également que le président de la République a reçu en audience une délégation d'archevêques de la conférence épiscopale d'Afrique du Nord. Sous la conduite du chef de l'église sénégalaise, les archevêques d'Afrique du Nord ont salué l'exemplarité du modèle sénégalais de cohabitation entre musulmans et chrétiens. Le renforcement des relations d'amitié entre églises du Nord et de l'Ouest du continent est à la base de cette visite. Aboubakar Kane. Au Sénégal, les évêques de la conférence épiscopale du Nord d'Afrique sont venus pour approfondir les liens d'échange et de partage avec les églises d'Afrique subsaharienne.
Un séjour qui leur a également permis de s'imprégner du modèle sénégalais de coexistence et de dialogue interreligieux. Nous sommes heureux de sentir ce bon climat entre chrétiens et musulmans. Et au Maghreb, c'est un peu la mission, le désir de notre Église, de nos églises, de vivre ce vivre ensemble, d'en témoigner dans notre monde où les choses ne sont pas faciles en ce moment. Le Sénégal est un exemple de concorde et de stabilité, un constat largement partagé par les hôtes de l'archevêque de Dakar. Une conception de la laïcité toute particulière, un exemple du vivre ensemble dont se félicitent les évêques d'Afrique du Nord. Quand je suis venu ici au Sénégal, on a l'impression de bien respirer ici, n'est-ce pas? Étant donné que ce qu'on a pu constater, un président qui nous reçoit aujourd'hui, c'est impensable dans d'autres pays, soit du Moyen-Orient ou même au Maghreb. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce principal rendez-vous avec l'information. Voici les titres. Le chef de l'État à la conférence internationale marquant l'ouverture de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. C'est sous le signe du 10e anniversaire de la disparition de Thierno Mountaga Tall. Adama Barrow, accueilli par une foule impressionnante, c'était hier à l'accueil dans les rues de Banjul du président qui rentre donc après une dizaine de jours passés au Sénégal. Le nouvel homme fort de la Gambie en a profité pour livrer ses premiers mots en tant que président dans son pays. Retour sur les lieux du braquage de lundi dernier à Yeumbeul, les malfaiteurs lourdement armés ont emporté 111 millions de francs CFA. Ils ont surtout laissé sur place des populations traumatisées par les échanges de coups de feu avec la police. Et puis en sport, la CAN 2017, début des quarts de finale ce samedi, le Sénégal joue à 19h contre le Cameroun. Nous verrons la préparation des deux équipes. Nous parlerons également d'un lion, Ismaïla Sarr, raconté par son père. Le chef de l'État a présidé ce matin la conférence internationale dédiée, marquant l'ouverture de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, une édition placée sous le signe du 10e anniversaire de la disparition de Thierno Mountaga Tall, décédé le 12 janvier 2007. Son œuvre donc est une illustration de sa haute conscience du devoir actuel et de l'héritage pour les générations futures, une invite permanente au culte du savoir, de l'éthique et de l'engagement. Aboubakri Kane. À travers la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, il s'agit de célébrer le retour à Dieu de deux monuments de la famille omarienne. Une journée de réflexion sur le thème Thierno Mountaga Tall ou l'incarnation de l'héritage omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l'islam. Si celle-ci est annuellement dédiée à la mémoire de nos illustres guides, Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, l'édition de cette année sera spécialement marquée par la célébration du 10e anniversaire du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala de Thierno Mountaga Tall. De par leur œuvre, Thierno Seydou Nourou et Thierno Mountaga témoignent de la signification du passage des hommes et des peuples sur terre. Et c'est parce que c'est dans la conscience du présent que se forgent et se dessinent les lignes du futur. Ce sont ces monuments qui donnent au peuple des repères, non pas seulement pour connaître et se glorifier du passé, mais aussi et surtout pour être conscient de leur devoir dans la construction du futur. Assurément, Thierno Mountaga Tall est de cette dimension. Sa vie et son œuvre, à travers les valeurs